Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous du futur, en direct ici au Cube et en direct sur Internet grâce à nos partenaires, la Gilet Carré, Un Air de Chat et Triple C. Notons que cette rencontre est diffusée également chez nos partenaires ecoloinfo.com, bdo.fr et aussi sur Facebook et aussi live tweeté grâce à Merton que nous saluons ici. Cette rencontre est également parrainée par Joël de Roné, le parrain des rendez-vous du futur, et André Santini. Alors la règle du jeu, vous commencez à la connaître, elle est très simple, c'est un dialogue qui dure 1 heure, un dialogue avec notre invité, dialogue animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacote, qui est écrivain et blogueur. Vous aurez la parole tout au long de la rencontre, que ce soit ici en direct au Cube, ou sur Internet via le chat. Vous avez d'ailleurs été pas mal à poser des questions en amont, et vous continuez. Alors voilà, après Joël de Roné, Claude Guignoret, André Santini, Jacques Attali, Bernard Werber. C'est François Skeuten qui a gentiment accepté notre invitation ce soir. Alors je vais vous présenter François Skeuten. Je me tourne vers François Skeuten, très vite vous attrapez un drôle de virus, celui de vouloir raconter à tout prix des choses à travers l'image, à travers le dessin. Le grand public apprend à vous connaître à travers votre travail colossal mené avec votre compère Benoît Peters sur les cités obscures, travail qui vous vaudra notamment d'être Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2002. Alors on a un peu de mal à vous suivre à travers toutes vos réalisations, tant elles sont diverses et variées, mais on distingue néanmoins un fil rouge dans votre carrière, la passion, l'image et les formes, ou le mouvement. Que ce soit dans la bande dessinée avec les cités obscures, donc, la scénographie du Musée des Ombres, le pavillon des Utopies pour l'Expo universelle de Hanovre, la scénographie du pavillon du Luxembourg pour l'Expo universelle de Séville, cette fois-ci, le cinéma, le documentaire, l'animation de synthèse, la scénographie d'opéra, ou même l'illustration d'un album de Gérard Manset, et la réalisation de timbres en Belgique. Bref, on a beaucoup de mal à suivre tout ça. Les Parisiens, d'ailleurs, qui prennent le métro assez souvent, vous doivent la fantastique station Arts et Métiers, sur la ligne 11, recouverte de cuivre, et avec des hublots dans lesquels il y a un tas d'inventions. Et récemment, vous avez été sollicité par le gouvernement français pour travailler sur la prévisualisation des enjeux d'un Paris étendu en tant que mégalopole. Donc dans le projet Le Grand Paris. Passionné de voyage, de vitesse, de train surtout, vous travaillez actuellement à l'aménagement d'un musée du train à côté de Bruxelles. Dessinateur, inventeur, architecte, urbaniste, scénographe, auteur de BD, paysagiste. Bref, François Skeuten, vous êtes un rêveur inclassable, une vigie de notre époque, un sacré pied de nez surtout à la norme dans notre époque en surchauffe où il est bon de rentrer dans des cases bien précises. François Skeuten, merci d'avoir accepté notre invitation et je laisse la parole à Nils pour démarrer le dialogue. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup François Skeuten d'être avec nous. Alors moi je vais commencer par une question d'actualité. Les rendez-vous du futur sont parrainés, comme doit être rappelé, par André Santini, qui est le maire d'Issy les Moulineaux et président de l'agence du Grand Paris. Vous avez été sollicité il y a quelque temps par Christian Blanc, qui était donc l'ex-secrétaire d'État en charge du Grand Paris, pour vous avez confié la mission d'imaginer ce que pourrait être l'avenir de la capitale en tant que ville-monde. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est quelle expérience, vous pouvez nous dire en quelques mots cette expérience que vous avez vécue, mais surtout en quoi elle a enrichi votre propre réflexion, c'est-à-dire pas tant ce que vous avez apporté comme imaginaire, parce qu'on le connaît déjà un peu à travers votre œuvre aux décideurs du Grand Paris, mais en quoi cette expérience vous a apporté peut-être changer votre regard sur l'avenir de ces villes-mondes. Oui, merci. D'abord pour rectifier, il ne s'agit peut-être pas de visualiser simplement le Grand Paris, j'en serais bien incapable, mais plutôt d'essayer d'arriver à trouver une image aux enjeux de ce Grand Paris. Donc c'est-à-dire comment prévisualiser d'une façon qui soit propice un peu à l'imaginaire, mais pas dans la réalité que les architectes ont très bien essayé de rendre compte. Ils se sont vraiment évertués à essayer d'avoir des conceptions beaucoup plus réalistes, qui était ma mission. Ma mission, c'est plutôt une métaphore, je dirais, de ce que pourrait être ce Grand Paris. Et donc ça me plaisait beaucoup, ça, d'arriver à rêver la dimension d'une ville comme Paris dans le futur. C'est une utopie, le Grand Paris, ou c'est... Je crois que c'est vraiment en train de se faire, et heureusement, et c'est là où c'est fascinant, parce que c'est que cette ville se donne les moyens de se projeter dans l'avenir. C'est non seulement absolument nécessaire et indispensable, sinon je pense qu'on va vers une véritable catastrophe, parce que c'est vrai qu'il y a une périphérie qui est en difficulté, qu'il va falloir
repenser, qu'il va falloir remettre en dynamique avec le Paris intramuros, je dirais. Et donc, cette façon de réenvisager la ville à une autre dimension, ce qu'on appelle des villes-mondes, se donner cette possibilité de rêver à cette dimension, je trouve ça assez extraordinaire. Oui, ça m'a tout de suite fasciné. En même temps, c'est extrêmement difficile, on le voit bien. Il y a des tas d'aspects dont je vous passerai les difficultés, mais beaucoup de villes ne sont pas dans cette perspective-là. Je viens d'une ville comme Bruxelles, qui est très loin d'avoir la possibilité de se rêver à cette dimension. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. On sait bien actuellement l'importance que la ville va jouer dans le futur et l'importance de repenser la ville. Oui, d'ailleurs, Jacques Attali, dans son rapport, disait que ça va jusqu'au Havre, le Grand Paris, il faut dire ça. Mais alors, du coup, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Oui. Est-ce que ça a changé ce travail-là, qui est un travail très, je dirais, concret, vraiment dans les problématiques extrêmement concrètes d'aujourd'hui? Est-ce que ça a eu un impact sur votre vision de la ville-monde, de la ville telle que vous l'imaginez dans votre œuvre? Ce qui est passionnant dans un projet comme ça, c'est qu'alors on entre dans la réalité de ces régions. On essaie de comprendre d'où elles viennent, on essaie de voir leurs racines, ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles peuvent devenir. Et donc dans un rapport de mémoire et de futur, il y a là quelque chose qui me passionne, même dans des régions qui sont un petit peu diabolisées pour l'instant. On parle plus souvent des difficultés d'Aulnay-sous-Bois, plutôt des potentialités que cette région peut avoir. Et donc essayer de retourner et d'essayer de se remettre comme ça, à donner de la valeur à ces régions un peu sous-estimées, ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, assez excitant. Mais c'est grâce évidemment aux interlocuteurs que j'ai eus qui m'ont permis de saisir à chaque fois un peu un des aspects qui est un peu souterrain, qui est un petit peu oublié, qui est un petit peu comme une mémoire effacée et qui ne demande qu'à ressurgir. Alors si vous voulez bien, moi je voudrais revenir quelques années en arrière, et dans les années 90, si je ne me trompe, à cette fameuse série des Quarks. Dont nous avons le hasard voudrait... Voilà. Le père. Il n'y a pas de hasard. Le père est là. Vous le croyez dans le cyberespace et il vient physiquement, et non pas en 3D, hein, c'est vraiment le personnage physique, Maurice Benayoun, qui est l'auteur de cette série. Alors je voulais en parler parce que c'était donc un peu avant le déferlement d'Internet, dont nous reparlerons longuement. Est-ce que vous pouvez... Moi je me souviens très bien de l'impact que ça a eu, et le côté très innovant, et finalement on s'en aperçoit longtemps après, ça nous a beaucoup frappé. En quoi c'était justement une série innovante, en quoi elle a été précurseur de quelque chose, et quel regard rétrospectif vous voyez sur cette série de Quarks? Je suis un peu gêné d'en parler en face de lui. Non, ce qui est certain, c'est quand il est arrivé, je me rappelle encore, il y a pas mal d'années, je ne sais même plus combien de temps, tellement c'est loin, il est arrivé d'ailleurs avec un cadre qui était tout à fait juste et intéressant et qui prenait parfaitement en compte les possibilités de la synthèse à l'époque. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, j'ai envie, je rêve d'une série avec des animaux imaginaires. Et tout de suite, c'était une façon, pour moi, je connaissais vraiment la synthèse, j'étais passionné, un peu fasciné, mais j'avais en même temps des difficultés dès qu'elle commençait à essayer d'imiter le réel. Et tout de suite, la porte ouverte à l'imaginaire, à des animaux invisibles, et qui profiteraient de toutes les dernières découvertes technologiques de la synthèse, parce que c'était à peu près chaque mois qu'on découvrait des nouveaux logiciels ou des nouveaux systèmes. Et donc à chaque fois, on essayait d'imaginer un animal qui s'appuyait sur ces découvertes. Et donc c'était très jubilatoire, ça. Et donc finalement, vous aviez un peu un cadre technologique qui était limité, que vous avez fait un peu porter à son comble. On dit toujours, ou est-ce que vous avez eu tous les outils qu'il vous fallait au niveau de votre imagination, sans contrainte, je veux dire? C'était un drôle de système, parce que dès qu'on est arrivé, je me rappelle, une demi-heure après, on était déjà en train de se raconter des histoires et de commencer à scénariser les épisodes des Quarks. Donc c'est une dynamique qui fonctionnait sur ce que Maurice découvrait, une excellente tête chercheuse sur ce domaine-là, et un petit peu sur ce que je pouvais lui apporter. Et c'est dans cette espèce de mariage, c'est une petite machine qui se met à tourner. Mais évidemment, je me souviens très très bien qu'il me racontait, ah, il y a un truc au Canada qu'on vient de découvrir, qu'on va pouvoir utiliser. Ah, il y a un truc que je viens de voir, qu'on peut... C'est dans une espèce de jeu. Évidemment, à ce moment-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent très très vite. Ce qui était intéressant, c'était le domaine de la fiction.
d'introduire un projet qui avait quand même une... On s'est beaucoup raconté l'histoire pour donner du fond, pour donner de la présence à ce personnage invisible, comme le sont parfois les animaux eux-mêmes, les quarks. Il me semble que vous êtes à la fois très critique et à la fois fasciné par Internet. J'ai un peu enquêté sur vous grâce à Internet. Et vous avez dit que pour vous, Internet, c'est une grande maison qui n'aurait, je vous cite, qui n'aurait que des couloirs, pas de pièces, où s'arrêter. Alors c'est une image un peu terrible qui rappelle une scène de Matrix, qui évoque un monde labyrinthique dans lequel on se perdrait ou on errait sans but. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'Internet, c'est peut-être aussi un prolongement extrêmement fertile du monde physique? Il y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement en Tunisie, par exemple. Oui, et samedi, nous avons une grande manifestation à Bruxelles à la recherche pour manifester contre le fait que nous n'avons toujours pas de gouvernement et qui est né vraiment... On n'osait pas vous poser la question. Oui, je me suis dit, est-ce que je lui pose la question ou pas? Parce qu'on est quelque part dans l'utopie la plus totale. Les Belges, c'est un royaume très étonnant, avec des gouvernements qui n'existent pas, un non-lieu. Est-ce qu'il faut vous imiter et vous priver de cesser d'avoir un gouvernement ou c'est un peu ennuyeux quand même? Oui, la réalité. Je me suis rasé, contrairement à certains de mes collègues. Non, mais c'est vrai que donc on voit bien la dynamique que peut prendre le fait des nouveaux citoyens d'Internet, ceux qui vraiment utilisent parfaitement et à juste titre et qui créent des réseaux qui peuvent se mobiliser très très vite. Donc c'était assez nécessaire. En même temps, j'ai dit ça parce que parfois je vois bien le glissement, le manque d'enracinement et le fait qu'on est toujours en état de quête et jamais en... Il y a aussi des vices à Internet, il y a d'énormes vertus, tout simplement, c'était une image peut-être un peu simpliste pour résumer quelques aspects que je trouve parfois dangereux, mais ce ne sera pas à moi de nier l'intérêt qu'on a eu, parce que Benoît et moi, on a tout de suite été saisis par la force et la dynamique et surtout la proximité avec la bande dessinée. C'était au moment où on était en train de construire l'univers des cités obscures, on nous a fait découvrir un site qui était fait sans nous. Et on a réagi à ça avec Rubicon.be, qui maintenant est un site en ruine. Je ne savais pas que ça pouvait exister déjà, mais en fait, quand je l'ai vu là dernièrement chez vous, j'étais surpris de voir à quel point il est comme des fantômes de pages qui sont encore là. Mais par contre, on y a mis énormément d'énergie, parce qu'on sentait une potentialité et en même temps un lien avec cette préoccupation que nous avions à construire un univers. Est-ce qu'il y a un avant et après Internet? Est-ce que c'est une marque dans votre vie de créateur, ou est-ce qu'il y a plutôt une continuité et il n'y a finalement pas de changement au niveau de votre imaginaire, mais simplement des moyens qui sont un peu différents? Non, ce qui était très intéressant avec Internet, je me rappelle la première baffe qu'on a eue, c'était que notre site était moins bon que ceux que les internautes avaient fait à partir de notre série. Ça, je trouvais ça extraordinairement exaltant. C'était qu'il y avait une porosité dans notre univers dont certains lecteurs avaient profité pour s'installer et pour construire des sites qui étaient très originaux et très, très, très excitants. Et ça nous a beaucoup motivés, ça. Donc ce qui m'a intéressé, c'était la créativité, c'était la réactivité aussi du lecteur. Peut-être en cela, il y a eu un avant et un après. Oui. C'est que brusquement, on pouvait presque dialoguer avec eux. On a dialogué avec eux, puisque notre site était en relation, on avait des liens directs avec leurs propres pages. Mais aussi, on a même, je crois, tiré profit de certaines de leurs propositions. Je vous cite à nouveau, vous avez dit que ce qui me fait peur avec l'ordinateur, c'est que l'outil est trop fascinant. Est-ce que vous pouvez dire quel sens ça avait à ce moment-là? En quoi il est trop fascinant? En quoi l'ordinateur peut-il ou pas apporter quelque chose de supplémentaire à votre technique qui est déjà celle d'un virtuose? Écoutez, chaque fois qu'on voit arriver, je me rappelle à une époque, arrivait l'aérographie. C'était un procédé qui projetait de la couleur avec des nuages, c'était assez séduisant. Tout le monde s'emparait de ça, ça faisait des effets un peu photographiques. Et bon, il y avait des virtuoses de ça. Alors arrive l'ordinateur et on a retrouvé d'ailleurs les mêmes effets de fascination. Et puis évidemment arrivent des gens qui
vont beaucoup plus loin dans l'utilisation de l'outil, qui dépassent cette virtuosité et qui arrivent à se l'approprier et à ce qu'on l'oublie complètement, au profit d'émotions, au profit d'écriture. Mais au départ, évidemment, l'outil, si on reste trop fasciné par lui, peut un peu enlever les aspérités, pour moi, créer quand même le charme du dessin. Vous-même, vous ne travaillez pas avec l'ordinateur, ou peu avec l'ordinateur, vous mettez beaucoup de temps, je crois que c'est 1 semaine par planche, c'est un travail extrêmement monacal, très très laborieux, très fin. Est-ce que vous imaginez un jour l'utiliser, ou, enfin, c'est pas pour faire la promotion de l'ordinateur, hein, c'est la question que je pose derrière, c'est est-ce que les usages nouveaux qu'il permet peuvent apporter quelque chose à votre travail ou pas? Alors, à une époque, il y avait ce qu'on appelait des bleus, donc on tirait de la page de bande dessinée un trait bleu, et puis on faisait les couleurs là-dessus, c'était au format de l'impression, on s'arrachait, moi je me rappelle, je me suis vraiment fait mal aux yeux à force de faire toutes les couleurs en aplat, dans tous les petits détails, dans ces petits coins, on maudissait le dessinateur, moi en l'occurrence, qui avait évidemment mis trop de détails dans le dessin, et pour mettre cette couleur en aplat. Il est évident que là, l'ordinateur est un bond incroyable. En plus, il y avait des décalages entre le trait noir et le bleu en question, quand on photogravait l'ensemble, il y avait qui donnait un certain charme. Bon, évidemment, tout ça maintenant paraît tellement risible. Alors, il n'y a pas de comparaison là-dessus. Mais en même temps, l'argument de beaucoup de gens qui travaillent sur l'ordinateur, c'est qu'ils gagnent du temps. Ça va plus vite pour faire des couleurs. Et moi, j'aime bien passer du temps. J'aime bien le temps que le dessin me demande, parce qu'il m'oblige à plonger dans l'image, à réfléchir. Si l'image n'est pas bonne, j'aurais du mal à passer du temps avec elle. Oui, d'ailleurs, vous dites une chose très belle, c'est que finalement la solidité du dessin, tout ce temps passé, c'est tout le doute aussi qui va... Et une fois que le dessin a passé l'épreuve de tous ces doutes, oui, sans doute que l'image capte le temps. Il y a une sédimentation du temps à travers l'image. Et quand vous savez que vous allez passer 2 ans sur une histoire, vous vous dites quand même qu'il y a intérêt à y réfléchir 2 fois. Si ça va très vite, peut-être que je me préoccuperai moins de la nécessité de ce récit. Donc le temps est un élément qui m'intéresse de plus en plus. Et le fait que je le perde parfois dans des images, je trouve que souvent je le trouve gagné à l'arrivée. Alors, à ce stade de la discussion, la coutume veut que la salle aussi puisse poser des questions. Donc voilà, il y a un micro qui circule. Si vous avez envie d'interagir, n'hésitez surtout pas. À Maurice de nous faire une petite, soit une question, soit une remarque sur ce qui a été dit, pas sur les quartz par exemple. Il était en train de relever ses messages. Non, je voulais faire une photo. On avait demandé parce que j'ai oublié mon appareil photo, alors voilà. Merci d'avoir posé. Bon, je voulais rebondir un petit peu ce que disait François là, parce qu'il suffit de le voir travailler pour comprendre effectivement que ce temps passé à penser, à ressentir chaque détail est absolument essentiel. Et la discussion, la réflexion préalable qu'on pourra avoir sur la conception globale d'une image qui serait ensuite automatisée dans sa production par l'ordinateur n'a rien à voir avec la précision et l'acuité, je dirais, de la vigilance de François par rapport au dessin. Donc on sent bien qu'il y a une incompatibilité totale, je dirais, d'une certaine manière avec la pratique de l'informatique, mais pas le concept. Et je crois que c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est qu'effectivement, il y a dans la façon de penser l'espace, la relation entre les formes, les logiques spatiales et les logiques de monde et d'univers, il y a évidemment quelque chose qui est aussi dans le mode de production de l'ordinateur. J'ai l'impression que c'est vraiment pour ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'en fait, certains des quarks tels que je les envisageais étaient d'une certaine manière inspirés par le travail de François que j'avais pu voir avant en bande dessinée, et où il y avait par exemple, je repense à cette bande dessinée qui s'appelle La Débandade, où on a, dès que le personnage principal est un petit peu excité, il a tendance à se transformer en tranches qui se dispersent un peu avec le vent. Enfin, c'est assez difficile, assez intenable, disons-le, et insoutenable. En tout cas, lui-même a du mal
Vous voulez en dire plus sur ce type de travail? Non, mais c'est vrai, tu disais, souvent quand j'allais au studio, à l'agence de Maurice, je me demandais si je ne devais pas un jour un peu plus mettre les mains dans la machine, essayer de comprendre, essayer de dessiner. Il disait non, 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 surtout pas, fais-nous une aquarelle, ce sera la meilleure source que nous pourrions avoir. Et donc j'ai bien compris que sans doute ma place était plus juste si j'arrivais à leur donner ce qu'ils ont besoin, et en même temps essayer de très bien comprendre ce qu'ils ont besoin, essayer de très bien comprendre, et avec Maurice on avait un dialogue permanent sur exactement ce qu'on voulait faire. Donc le travail était pré-mâché, mais après ce qu'ils voulaient évidemment, c'était une image qui rendait compte un petit peu de l'atmosphère, du climat, du design, de la lumière. Et donc ça ne servait à rien que je fasse sans doute beaucoup moins bien ce que eux savaient si bien faire. Et vous avez toujours eu un peu certainement la tentation de l'histoire en mouvement. Vous avez un dessin qui est très narratif, dans la grande tradition de Bruegel, et l'image animée, c'est la continuité de ça. D'ailleurs, vous avez participé à un film, Mr. Nobody. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots justement sur cette expérience cinématographique? Oui, c'était amusant d'ailleurs parce qu'avec Mr. Nobody, le film de Jacob van der Maan, on verra peut-être quelques extraits tout à l'heure, ce qui était amusant, c'était que j'étais totalement à son service. J'essayais de comprendre, il a travaillé 8 ans sur le scénario, c'est une espèce de système absolument extraordinaire. Il fallait que j'entre vraiment dans sa mécanique, dans la mécanique de ce script extrêmement d'horloger. Hein. Et c'était un plaisir d'être à son service. Et il y a des moments d'ailleurs où je ne savais plus trop ce qu'il voulait, et je lui disais, dessine-le-moi. Parfois je disais ça à Maurice aussi d'ailleurs. Et il le dessinait un petit peu d'une façon sans doute peut-être un petit peu simpliste, mais ça m'aidait énormément après pour moi pour repartir et pour réinventer ça. Et c'était une étape très curieuse quand on est comme un outil. On se considère comme un outil et en même temps ça vous conduit à des endroits auxquels vous ne penseriez pas aller directement. Et donc c'est ça qui est une expérience fascinante et passionnante, c'est quand ce dialogue vous dépasse un peu et quand le metteur en scène, le réalisateur, crée à travers vous et vous pousse dans des régions. Bon, il y a des moments où je l'ai convaincu, Jaco, de ne pas faire certaines choses, je crois que j'ai eu raison, mais parfois c'est seulement en voyant le film où je me suis dit il avait raison. Et au moment même je lui disais je ne suis pas tout à fait sûr, je résistais, et c'est seulement parce que je comprenais à ce moment-là l'ensemble. Il a lui une vision globale de son film. C'est un film très particulier qui n'a pas été très bien apprécié en France, mais qui fait une carrière internationale très intéressante. Mais c'est seulement en le revoyant et en comprenant tout le système dans lequel j'étais pris que je voyais évidemment à quel point c'était nécessaire que je me fie totalement à lui. À ce moment-là, c'est vraiment le capitaine et j'abandonne tous mes réflexes. C'est un moment très agréable aussi pour un auteur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être encore? Sinon, moi j'ai une question d'un internaute, peut-être. On va poser une question de David. En 88, vous publiez l'encyclopédie des transports présents et à venir. La partie à venir changerait-elle beaucoup aujourd'hui? Et si tel est le cas, dans quel sens? Oui, je ne l'ai plus revu depuis longtemps, il faudrait que je regarde un peu. Mise à jour. Il n'est pas très à venir, je trouve. Je trouve qu'il est un petit peu passéiste, notre Axel Wappendorf, puisque c'est l'auteur de ce petit livre. Oui, bien sûr, je crois qu'on serait beaucoup plus prospectif. Parce qu'à une époque, on abordait un petit peu le futur à travers une vision du passé. Avec les portes du possible, on était plus prospectif. Et d'ailleurs, on va faire une nouvelle mouture, qui seront peut-être un peu les portes de l'avenir, et on va sans doute aller encore plus loin. On était un peu craintif, on était encore un petit peu, je pense, se cacher un peu derrière des formes du passé, mais ça nous a donné une assise aussi. C'est comme des racines. Il faut, pour voir l'avenir, il faut quand même aimer un peu le passé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une. Oui, ça marche. Vous avez dit que le site internet urbicorn.be était en ruine aujourd'hui. Oui. Vous avez aussi affirmé que vous étiez passionné, mais que vous n'osiez pas essayer de mettre en scène tout votre travail, en sachant qu'il est énorme et labyrinthique. Quand est-ce que vous recommencez l'expérience? Quand est-ce que vous retravaillez avec un directeur artistique web pour commencer? Mais quand vous voulez, le problème d'un site internet, c'est qu'il n'a d'intérêt que s'il est investi régulièrement, renouvelé, réinventé, et que dès qu'on sent qu'il est
désinvestissement, une préoccupation autre, ça se voit tout de suite. Et je trouve que c'est rédhibitoire. Le verdict tombe très vite. Et donc, voilà, simplement, j'ai le sentiment qu'on aurait dû se consacrer presque uniquement à ça. Et on a sans doute un goût du livre qui nous ramène à cet objet, à cette forme. Mais je ne demanderais pas mieux, en fait. Je ne demanderais pas mieux. Bon, la bonne nouvelle maintenant, c'est que les quarks seront quand même édités en DVD bientôt. Ça, c'est important, ça. Et donc, peut-être qu'après tout comme ça, il y a des résurrections. Et j'aimerais bien que Rubicon.be se réveille. Donc, s'il y a des internautes passionnés, fans et développeurs, ou dans la salle, hein, voilà. Le message est lancé en tout cas. Ouais. J'ai une autre question de la part de Greg. Vous inventez des univers et travaillez concrètement pour le nôtre. Comment arrivez-vous à concilier tout ça? J'imagine qu'il se demande si vous ne devenez pas schizophrène justement en imaginant des univers, tout en vivant dans un univers très, très concret, très réel. Ah oui, en fait, le réel et l'imaginaire, sont besoin l'un de l'autre. Vous savez, moi, je ne me sens pas capable d'inventer quoi que ce soit. Je dis souvent, d'ailleurs, que j'ai besoin de tout le temps d'observer, de me nourrir. Là, je suis en train de dessiner une histoire à partir d'une locomotive, mais j'ai une copie de la locomotive devant moi. Je vais la voir, la vraie, je vais la photographier, je tourne autour. Je lis des livres sur qui l'a réalisé, pourquoi. Donc le réel est absolument nécessaire. Vous savez, un dessin, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas une conscience très pointue sur comment il a été réalisé, pourquoi, vous ne savez pas le dessiner, en tout cas pas évidemment d'une façon intéressante. Donc le réel est au cœur. Alors après, il suffit après d'extrapoler, de lui donner, de trouver une dimension de... Mais au départ, c'est quand même l'observation et la compréhension de ce que vous faites qui est nécessaire. Donc le réel et l'imaginaire ne sont pas détachés, sont profondément liés. Alors ce qui est très intéressant, c'était justement la question que je voulais vous poser. Vous dites que l'imaginaire se nourrit du réel. Alors si on part dans la direction opposée, les questions de cités utopiques, qui sont un peu le leitmotiv toujours chez vous, c'est aussi un grand thème de la philosophie politique, de la littérature. Alors en politique, c'est le Platon à Hobbes, par exemple. En littérature, c'est Orwell, c'est Borges, par exemple. Est-ce que vous avez aussi été nourri de choses plus théoriques que sont qu'est la littérature, la philosophie, les idées, la notion d'utopie en tant que telle? Alors au départ sur l'utopie, j'avais sans doute une vision intuitive, totalement comme ça, faite de mes images, de ce que j'avais collecté. Et c'était pas très sérieux par certains côtés. Quand j'ai travaillé sur le pavillon de l'utopie à Hanovre, pendant 6 mois ou 8 mois, les directeurs de l'exposition m'ont mis en face les meilleurs théoriciens scientifiques sur l'utopie, allemands, canadiens, américains. Et donc j'avais presque, pour moi, un cours sur ce domaine. Et là, je me suis rendu compte d'abord que je manquais vraiment de culture sur ce sujet. Je m'étais fait cette forme assez naturelle, comme ça, un petit peu intuitive, un peu comme peuvent le faire certains internautes, ou des personnes que j'ai rencontrées qui travaillent sur des jeux vidéo, c'est-à-dire ils captent des images, ils se construisent une culture très transversale, mais pas du tout, pas du tout avec la même architecture, la même logique, avec les mêmes fondations. Et là, ça m'a permis un petit peu d'organiser, d'avoir à réfléchir profondément, et après, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir organiser, scénariser un pavillon des utopies, il fallait que ça passe quand même par un minimum de rigueur, ce que je n'avais pas. Non, c'est parce que le sujet de l'utopie est vieux comme le monde, oui. Puisqu'il est même plus ancien que Platon. Et alors, est-ce qu'il est destiné à continuer à éclairer un petit peu l'avenir de l'humanité? Est-ce que l'utopie est une bonne manière d'éclairer l'avenir, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas eu des excès d'utopie qui ont donné des catastrophes aussi? Oui, surtout qu'en Allemagne, le mot utopie n'a pas du tout la même résonance. Il est en certain côté en partie anobli dans le monde francophone. Le mot a une charge de rêve, de noblesse, je dirais, effectivement, qu'on ne trouve pas partout. Non, ce qui est vraiment dommage, plutôt, c'est le manque d'utopie actuellement. Il y a des tas de zones où on manque de vision.
Je trouve qu'on est extrêmement... Je suis parfois malheureux de voir à quel point on manque d'envie de futur. On manque d'envie d'avenir. On est un peu tétanisé, on nous charge d'une responsabilité énorme sur un tas de choses. Et c'est vrai que ce goût de l'avenir, j'aimerais bien qu'on le retrouve. C'est pour ça que j'étais heureux de participer à un débat comme celui-là, parce que c'est une chose que je trouve formidable à donner à nos enfants, à donner... C'est un plaisir, cette jubilation de rêver l'avenir. Alors c'est vrai que moi, je le dis souvent, dans les années 60, je rêvais des voitures volantes au-dessus des villes, je rêvais des trains suspendus, enfin, sur des monorails, sur des choses. Et c'est vrai qu'effectivement, on a des téléphones portables, mais il n'y a toujours pas de voiture volante. Il y a des décalages dans les rêves, et pour l'instant, on est très très loin, et il y a des domaines sur lesquels il n'y a plus aucune utopie. Mais ce sont des périodes. Je suis certain qu'on va y revenir et qu'il y a de nouvelles visions, sans doute pas du tout comme là où on les attend. Je suis impatient justement de voir ça. Alors moi j'ai des petites questions sur la ville, une question de Thibaut notamment. La ville de demain sera-t-elle similaire à celle que l'on connaît? Et derrière une autre question de Thibaut, on peut peut-être en faire deux en une, ou une en deux. Quelle est votre définition de la cité et du vivre ensemble? Oh là 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 là. Mais je ne suis qu'un dessinateur devant dessiner. Alors, sur la ville, par contre, je peux vous parler en tant que dessinateur, c'est vraiment l'axe. Il est certain qu'il y a une époque, c'était beaucoup plus facile de dessiner la ville du futur. Je pense qu'à l'époque de Le Corbusier, à l'époque de toute une série d'architectes, il y avait comme ça une facilité à tracer avec quelques lignes, c'était assez radical. De rêver la ville. On sait bien maintenant que la ville de demain sera beaucoup plus complexe et elle sera sans doute beaucoup plus difficile à dessiner. D'ailleurs, c'était amusant de voir que les architectes du Grand Paris, les rendus qu'ils ont faits n'étaient pas spécialement faciles à communiquer. Il y a un rendu de Port-en-Part qui a le plus fonctionné, c'est le monorail sur le périphérique, mais c'est celui qui est le plus absolument impossible, parce que pour des raisons techniques, un monorail au-dessus du périph' est absolument techniquement impossible, semble-t-il. Donc on voit bien, c'est pas facile de rendre d'une façon suffisamment, évidente, transmissible, je dirais. Elle sera sans doute complexe, variée, avec des moments où on aura des parties anciennes, des parties avec des formes très bizarres, très curieuses. Et là, comme nous n'avons pas les références, nous ne pouvons même pas identifier et crédibiliser, parce qu'évidemment, les images du futur, il faut qu'on arrive à les décrypter. Si je vous fais une drôle de forme invraisemblable, elle ne communiquera rien. Et donc, on voit bien qu'on a des matériaux qui arrivent actuellement, on voit bien qu'on va s'appuyer sur les techniques pour approcher le lien entre la construction, les matériaux et la façon de vivre, qu'il est très difficile d'appréhender. Alors, il y a un problème quand même supplémentaire, c'est la surpopulation. La population de la Terre va continuer à croître. Dans un pays comme la France, avec les chiffres de l'INSEE l'ont montré, elle continuera à croître aussi, mais dans une proportion moins. Alors, vous parliez tout à l'heure de ville-monde. Il y a cette question de la surpopulation. Les êtres humains vont être de plus en plus collés les uns aux autres, comme dans une fourmilière peut-être, dans les Bernard Werber la dernière fois. Alors, comment justement les architectes vont réagir, selon vous, à cette surpopulation sans doute galopante? Et dans cette hypothèse-là, une question un peu bateau, mais est-ce qu'on peut toujours parler de progrès avec un P majuscule, d'horizon positif, de vision générale, d'amélioration globale de l'espèce humaine dans son cadre de vie? Oui, dans la surpopulation, il est évident que c'est pour ça que la ville est incontournable et est un élément qu'il va falloir réinventer, avec de nouvelles préoccupations, des soucis de plaisir, de bien-être qui ont été à un moment donné oubliés dans les préoccupations. Et la densité, donc on sait bien qu'on va avoir un retour des tours, mais sans doute tout à fait différente, avec une organisation différente, et les tours qui quelque part sont un peu diabolisés, ce sont des tours avec des conceptions qui sont obsolètes, mais il y a des potentialités qui arrivent maintenant qui sont très intéressantes. Ce sont des villes verticales de plus en plus. Oui, mais de toute façon, la verticalité, on doit y revenir. Vous faites plaisir, André Santini, là. Ah oui. Qui, moi, m'a souvent parlé du retour
de la nécessité de dédiaboliser les tours. Oui, absolument, et d'y voir d'abord une façon de résoudre effectivement cette densité qui est incontournable, d'éviter qu'on tartine les paysages, les campagnes, qui crée beaucoup de problèmes. En Belgique, on a une densité parmi les plus grandes densités d'Europe, et c'est aussi une catastrophe en termes de projets d'occupation du territoire. Donc les villes sont l'outil nécessaire. Alors voilà, et c'est ça qui est fascinant. On sait qu'on va avoir des jardins en toiture, qu'on aura des potagers, tout ça est déjà inscrit très rapidement. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est de voir dans 30 ans ou 40 ans. C'est là où on a envie d'avoir des projets. Et dans l'utopie, justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est les utopies positives et les utopies négatives. À un moment donné, j'avais été approché par Amsterdam, qui me demandait de rêver Amsterdam de deux façons. Et je trouvais ça une ouverture, justement, pour sortir du blocage. L'utopie doit être là. D'ailleurs, les films de science-fiction nous montrent à quel point ils ont ouvert cette porte-là. Mais d'ailleurs, curieusement, il y a moins d'utopie des villes actuellement dans les films de science-fiction. On est aussi un petit peu en panne. Mais il faut se donner la possibilité d'imaginer le pire. Et c'est dans cet espace entre le négatif et le positif que brusquement l'esprit s'ouvre. Mais ça, ce sont des aspects qui sont qu'on a difficile à prendre en compte actuellement. On est tellement obsédé par une gestion, par une responsabilisation, et pas du tout par la nécessité de la vision. C'est d'autant plus intéressant que l'utopie a peut-être été elle-même diabolisée parce qu'elle était trop positive, oui. Qu'elle était donc naïve en quelque sorte. Exactement. Et que donc il faudrait revenir à quelque chose, disant vous avez deux avenirs possibles, si ce n'est plus que deux d'ailleurs. Exactement. Et c'est sentir simplement le besoin et le plaisir que c'est d'ouvrir ces portes-là, ces fenêtres-là, qui sont pour l'instant un petit peu fermées. Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Le principe, c'est d'interagir aussi. Oui, il y a une deuxième question. Toujours difficile des premiers. Je vais poser une question. Votre travail touche, vous parlez d'utopie, donc au futur en général, mais quand on voit votre travail en tant que dessinateur, c'est beaucoup d'une uchronie. Donc vous réinventez le passé, ou du moins des villes fantasmées. Est-ce que vous situez surtout comme un homme, entre guillemets, je vais être un peu excessif, mais un homme du passé, un homme du présent ou un homme de l'avenir? À l'époque, le pavillon de Hanovre devait s'appeler le futur du passé. Mais comme c'était sponsorisé, le partenaire était IBM, ils ont dit non, ça marche pas. Et alors c'est devenu Planet Vision. C'était un peu plus. Oui, au départ, c'est indéniable que on sait vraiment, nos racines sont dans cette vision, on s'est nourri de ces images, depuis Robida jusqu'à toute une série d'images qui imaginent le futur et depuis le passé. Il y avait quelque chose là-dedans, en tout cas qui nous fascinait, et qui continue d'ailleurs à m'interpeller, et qui sont un peu nos racines. Mais ça évolue maintenant beaucoup. Et avec des projets comme les Portes du Possible, je suis de plus en plus prospectif. J'ose un tout petit peu, mais j'ai mis du temps à oser. J'étais comme un peu tétanisé, considérant que c'était un territoire où peut-être je n'était pas ma place. Mais comme je sens comme il y a un vide, comme il y a un manque, je me dis après tout, c'est notre responsabilité d'y aller avec une forme sans doute de naïveté, sans doute... Moi j'aime beaucoup les visions du futur, et même surtout quand elles ne se sont pas réalisées. J'ai une collection complète de sciences et vie depuis le numéro 1, et j'adore ça, et même quand ils se trompent avec une assurance formidable, comme ils se trompent encore actuellement sans doute, mais ils ne le savent pas, c'est très réjouissant. Il y a quelque chose cette ouverture est nécessaire une fois de plus. Donc je crois que le mouvement quand même va vers plus de prospection. D'ailleurs, vous définissez vous-même comme une sorte d'archéologue du futur, parce que si je vous cite à nouveau, citant Stephen King d'ailleurs, vous dites que le scénario des histoires que vous écrivez Peter, ces scénarios, en fait, ils préexistent déjà, ils sont dans le sable, et tout votre travail, ça va être d'enlever très délicatement ce sable pour le faire émerger, et surtout pas trop brusquement pour pas le casser. Ça fait penser à Rodin qui disait que la sculpture préexistait déjà dans le marbre, qu'en fait il fallait juste faire sauter les bouts de marbre pour que l'œuvre apparaisse. Est-ce que cette image-là vous convient d'archéologue du futur? C'est comme si vous enleviez délicatement une matière pour faire apparaître d'un futur qui
qui est déjà là en fait. L'image du squelette de dinosaure dans le sable, c'est une image de Stephen King, pour parler du scénario. Je trouvais que c'était une image très très jolie sur le fait qu'une histoire, si on la fabrique, si on veut trop volontairement trouver ce qu'on attend, alors on brise une part du mystère d'un récit, et qu'il faut y aller sans doute avec une volonté de quelques idées, il faut un petit peu avoir des intuitions, mais en même temps il faut être très à l'écoute de tout ce qui peut se découvrir, de tous ces miracles que l'histoire peut nous donner. Alors évidemment, il faut beaucoup travailler, et c'est là où il y a un effet de sédimentation. Pour que le travail se fasse un petit peu même sans que vous le vouliez. C'est vrai qu'une histoire, je comprends seulement quand je l'ai terminée, réellement, pourquoi elle est là, pourquoi elle s'est imposée, et pourquoi j'ai passé tant de temps à la faire. Au moment même, il y a beaucoup d'histoires qui sont un peu mystérieuses. On est attiré, on les traque, on ne pense qu'à elles, mais elles sont mystérieuses. Alors évidemment, il est certain que c'est fragile ce genre de démarche, et qu'il faut se méfier, parce qu'il y a quand même des mécaniques, des ressorts qui appartiennent au récit actuel. Il ne faut quand même pas trop s'en détacher, parce que sinon vous laissez tous vos lecteurs sur le trottoir. Mais en même temps, j'aime bien cette fragilité. J'aime bien quand les récits ont une part de... Quand il y a des miracles. Il n'y a rien de plus beau quand dans un récit, brusquement je téléphone à Benoît et on discute sur une scène qui brusquement s'impose. Elle s'impose d'elle-même. Voilà. Les personnages, les situations vous ont guidé et vous font arriver là. C'est un moment rare et c'est ce qu'il y a sans doute de plus excitant et qui nous motive le plus à faire un album. D'ailleurs, on a des images de vous et un extrait de film. Je ne sais pas si on peut les visionner. Je tourne vers la technique. La réponse, on peut. Est-ce que éventuellement ça vous dit de commenter quelques images ou du film, l'extrait de film qui va passer? Alors en fait, ce sont des extraits de Mister Nobody de Jaco, puisque là il y a des visions du futur avec ce vaisseau spatial qui va vers Mars, et la façon dont les personnages sont maintenus dans un état comme ça pour faire ce long voyage. Donc c'était très amusant de rêver à Mars, de rêver aux villes du futur avec... D'ailleurs, les infographistes qui ont travaillé à ça, c'est parmi les meilleurs, c'est à Montréal. C'est des gens qui ont travaillé sur Matrix, sur Seigneur des Anneaux. Et c'était très intéressant justement avec mes aquarelles, mes dessins, de voir le dialogue qu'on peut avoir avec ces dessinateurs d'aujourd'hui. Mais les séquences que je préfère, c'est les séquences où les personnages sont nets et la ville est complètement floue derrière. Je ne sais pas si c'est dans cette séquence-là. J'aimais beaucoup ça parce que je trouvais que c'était les visions du futur que j'aimais le mieux, celles où il n'y avait pas le point. Tandis que quand le dessin était trop net, sans doute que je me sentais un peu mal à l'aise parce que je me disais ça de toute façon, ça ne sera pas tout à fait vrai. Est-ce qu'on peut voir quelques planches également? Non, on peut laisser tourner ça comme ça et répondre à d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà ces images un peu floues comme ça où je trouve qu'à ce moment-là, l'imaginaire fonctionne le mieux. Ouais. J'ai une question sur la place de l'art dans le futur. Antonina, si l'on associe l'art et le futur, comment imaginez-vous la place de l'artiste dans la cité de demain? Ce qui m'intéresse, c'est qu'actuellement, il y a des frontières qui sont en train de se déplacer. Moi, j'aime beaucoup être dans l'intersection. J'aimais beaucoup les propositions de Maurice de faire les quartz parce que c'était justement une zone, la synthèse à l'époque, elle était naissante et en plus une synthèse haute définition, c'était avec une qualité d'image très, très remarquable. Et je trouve qu'il y a des espaces comme la scénographie. La scénographie est aussi un médium que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand je dis je suis scénographe, souvent je sens un moment d'incertitude. Vous travaillez sur un musée du train, actuellement, c'est ça? Oui. Et c'est un métier qui mélange beaucoup de choses. C'est un peu de la mise en scène, c'est un peu de travail de l'espace, travail de la lumière, travail du récit, savoir conduire les gens dans des espaces, savoir les guider, savoir attirer leur attention, savoir raconter, savoir réfléchir à des contenus. Qu'est-ce que c'est que cet étrange métier? Est-ce que c'est un métier artistique? Vous voyez ce que je veux dire? Les frontières ont bougé. Donc je crois qu'il y aura
et c'est très heureux, il y aura des artistes qui mélangeront tout ça, qui passeront d'un monde à l'autre, et qui vont créer des passerelles inattendues. Et je crois que ces frontières sont en train de se déplacer très très vite actuellement. En France, il y a encore beaucoup de résistance là-dessus. Il y a une organisation, on éthique quand même, l'étiquette est quand même encore très, très présente. Ça facilite évidemment le fait qu'on sait comme ça d'où vient le créateur, pourquoi, mais je pense que c'est un système qui est déjà dépassé. C'est à peu près c'est dans beaucoup de domaines, effectivement en France, c'est très dans la culture française de mettre la connaissance en silo. D'ailleurs, Pierre Delacote qui est là, à côté de vous, donc qui a été un de ceux qui en France a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière avec un rapport qui s'appelait l'Hyper-République, déjà c'est un mot qui fait rêver, et qui a été un peu le coup d'envoi de l'administration en réseau en France. Pierre, dire deux mots, non pas sur le rapport lui-même, mais plutôt sur... Alors là, effectivement, ce rapport, pour rester au niveau intellectuel et artistique où nous sommes, parce que ce rapport était quand même assez technique et très ennuyeux par certains côtés, comme beaucoup de rapports administratifs. Effectivement, on peut dire que l'État en France, il y a eu l'État féodal, il y a eu l'État colbertiste, il y a eu l'État napoléonien, il y a eu l'État providence, et ça patine un peu maintenant. Est-ce qu'on s'arrête là, comme ça? Si on s'arrête, eh bien, ça veut dire que c'est fini. Et donc il doit y avoir une nouvelle utopie qui est une nouvelle réalité et qui est l'État en réseau. Et peut-être l'Europe sera un réseau d'États en réseau. Et c'est une nouvelle frontière pour l'Europe, je pense. Moi, ce que je trouve, moi je voudrais citer, puisqu'on est dans ces notions d'État et de frontières entre l'État, l'administration et l'utopie, un universitaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Ouvillois, qui est un grand spécialiste des utopies, que vous avez peut-être entendu dans les gens que vous avez rencontrés, et qui dit, et qui est aussi un spécialiste de la notion de progrès, et qui dit le progrès, en gros il dit comme vous qu'il y a le progrès est en panne, enfin on ne rêve plus, on ne désire plus l'avenir, le progrès est la clé perdue de la modernité. C'est-à-dire qu'on est dans la modernité, on mange de la modernité, il y a des marchands, voilà. Il compare ça d'ailleurs à la lettre volée d'Edgar Poe. C'est-à-dire une espèce de secret, le progrès est partout, et du coup il est nulle part. Et moi je trouve très important ce que vous faites, c'est-à-dire une utopie qui s'affirme comme utopie. C'est pas des marchands de technologie qui font du marketing, qui croient et qui voudraient nous faire rêver. C'est pas des politiques qui font la politique et qui font l'utopie en fait. C'est un artiste qui dit moi je fais de l'utopie, je vous montre une utopie. Je pense que c'est très important pour redonner l'envie d'avenir dont vous parliez tout à l'heure, et qui manque un peu. Alors la difficulté, c'est d'avoir un rapport au réel en permanence. C'est pour ça que je crois beaucoup à des ancrages, j'aime beaucoup le terme d'hyperlocal aussi, de travailler sur des zones très proches, pour se confronter de ne pas rester sur des échelles trop larges, mais de travailler à des échelles très directes. Et par exemple, on avait un projet qu'on a développé avec Benoît, une maison, pas très loin de là où je suis à Bruxelles, la maison Autrique, et c'était une façon de développer un projet avec toute une série d'échelles, à l'échelle sociale, à l'échelle culturelle. C'était déjà une façon de tester des choses, et j'espère en même temps que cette maison puisse se faire connaître à travers le monde. Voilà. Donc, pour ne pas partir dans le gigantisme, voilà. Être un peu dans le local. Oui, et même du voisin, de chercher à voir son rayonnement direct. On est dans un quartier turc. Qu'est-ce que c'est que cette immigration, comment elle s'intègre, comment cette maison, quel rôle elle peut jouer. C'est des problématiques que je trouve d'enracinement qui me semblent très salutaires. J'ai toujours un peu peur Et en même temps, j'ai vraiment envie de travailler à des échelles à ce moment-là tout à fait différentes. Donc on va avoir certainement des changements d'échelle qui je crois, vont nous remettre les pieds sur terre, comme avec des gens vont créer leur potager, leur jardin, à des échelles de balcons, à des échelles de toiture plate, et puis en même temps travailler à une dimension tout à fait globale. Ce qui sera valable pour la question du temps également, c'est-à-dire qu'à la fois on va être dans l'ubiquité permanente, et à la fois on continuera à être dans la lenteur dans laquelle vous êtes quand vous travaillez et qui est nécessaire. Oui, je trouve qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, parce qu'on est toujours dans l'idée d'aller plus vite, les avions,
On ne supporte plus le retard, on ne supporte plus les décalages dans un monde en surchauffe, alors qu'on sait qu'on va avoir comme ça une série de phénomènes qui vont nous montrer que cette surchauffe, qui vont nous faire apparaître cette surchauffe de plus en plus fortement. Les gens sont quand même très impatients. Et donc je trouve qu'il faut évidemment nourrir autrement ce temps. Moi, je vois, c'est très intéressant, par exemple, je suis un petit peu déçu de voir que le retour des trams est très intéressant, parce que le tram a un autre rythme que le métro, qu'on n'en ait pas fait, que cette lenteur n'ait pas été utilisée. J'aurais rêvé que par exemple le tram, qui a un rapport plus intime avec la ville, nous permette de dialoguer avec elle autrement. C'est-à-dire comment qu'on voit apparaître sur les vitres des éléments d'information sur les lieux qu'on traverse, sur les sites culturels qui brusquement se révéleraient et nous communiqueraient. Parce que sinon les gens sont dans leur bulle, s'isolent et ne se mettent plus en dialogue. Alors que le tramway a l'avantage justement de nous remettre en liaison avec la ville. Je citais tout à l'heure Sylvie Tissot qui travaille sur l'édition de livres à lire dans le TGV, où en fait, quand on lit le livre, ça raconte tout ce qui se passe de l'autre côté de la vitre, des paysages qu'on traverse. Oui, mais on a maintenant les technologies aussi pour que les choses parlent, à la réalité augmentée, mais à une échelle qui serait sans doute, qui peut-être nous freinerait dans un certain sens. Alors, il y a une question de la salle, je crois. Oui, bonsoir. En fait, pour me situer en plongeon de ce que vous venez de dire, je me posais la question dans ces utopies, pourquoi n'était peut-être pas plus analysée et travaillée l'idée que les prochaines étapes, c'est peut-être pas donc c'est du vertical, etc., de la concentration, mais au contraire la possibilité qu'on aurait de les faire disparaître, ces villes. Parce que, si je simplifie beaucoup, si le fait de se regrouper ensemble et finalement de constituer des villes, c'est de se protéger d'abord, mais aussi de se rapprocher des ressources, de rationaliser les ressources, l'éducation, la santé, la production d'objets, etc., les services, et donc de rapprocher les populations de ces ressources. Et en fait, aujourd'hui, les moyens numériques, ce que ça nous apporte, c'est la possibilité de répartir ces choses-là. Si on regarde Internet, c'est évident, mais aussi les choses qui arrivent autour du Fab Lab, la possibilité de produire à domicile tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une usine, je l'imprime chez moi directement, les objets qui fonctionnent, l'éducation, les loisirs, etc. Et donc, si je n'ai plus besoin de me rapprocher de ces deux productions, je peux travailler aussi là où je suis, pas là où est le demandait l'entreprise ou où je dois faire. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a plus cette nécessité de regroupement dans un lieu autour des quelques points d'agrégation que j'ai mentionnés, on peut être effectivement n'importe où et avoir, disons, le même accès au système de vie que ceux qu'on a aujourd'hui dans une ville. Et dans les meilleures villes, d'ailleurs, parce que les villes ne sont pas plus égales, on va dire les grandes capitales, les cités-mondes, etc. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de la ville pour avoir accès à ces choses-là. Si on se projette un tout petit peu, justement, dans l'utopie, dans le futur, les techniques, elles sont décrites, c'est plus de la science-fiction. Et justement, on passe de l'univers de la science-fiction à celui de l'héroïque fantasy. Comme si aujourd'hui, ce qui parlait du futur, ça ne serait pas la science-fiction, mais plutôt l'héroïque fantasy qui dit j'ai une baguette magique et avec ça, je vais tout faire, je suis dans la campagne et tout ce dont j'ai besoin, j'y ai accès. Bon, je ne vais pas vous faire l'illustration de ça, je pense qu'on le voit tous. Et que si on se dit que par rapport à ça, manifestement, la plus grande partie de la planète est plutôt constituée de déserts, etc. Alors, il m'est venu à l'esprit un terme qu'on voit beaucoup dans la science-fiction, qui est le fait de terraformer une planète. Et c'est comme si la Terre n'avait pas fini d'être terraformée pour les humains. La plupart des environnements sont des déserts, bon, ok, chaud, froid, voire liquide, mais c'est peut-être ça les espaces qu'on peut conquérir. Et voilà. Donc vous voyez tout ce que trace cette utopie. Et c'est vrai que quand je me dis on va faire le Grand Paris, évidemment c'est un peu ridicule, cette histoire périphérique, toutes les petites communes autour, etc. On a envie que ce soit un grand truc, mais est-ce que c'est pas déjà une utopie un peu ancienne, que c'est pas les vraies utopies, celles qui sont derrière, qui sont traitées là? Oui, mais je trouve quand même que l'idée de ville doit devenir un enjeu. Et je dirais même que j'aimerais bien qu'on retrouve des portes pour entrer dans les villes, pour redonner une dimension, un intérêt. Je trouve ça très triste de voir disparaître la différence entre la campagne et la ville. Parce qu'on
on brouille. On brouille et la ville est peut-être un événement et a des beautés, des forces, et à son temps propre aussi. Je trouve qu'en cela, ce serait intéressant qu'on saisisse ce moment de passage. Parce que si on aplatit tout, on est dans un monde où on ne sait plus trop, où tout se remplit. Mais c'est embêtant ça? En quoi c'est embêtant? Ben, je trouve que la différence est intéressante pour garder des vraies campagnes et des vraies villes. Sinon, on va avoir un mélange où on n'aura ni l'un ni l'autre. Mais bon, disons que moi j'ai été étonné en me baladant en Ardèche, dans des plateaux qui paraissaient totalement désertiques tels qu'ils sont aujourd'hui. En fait, on gratte un petit peu entre les buissons et on s'aperçoit qu'ils étaient complètement peuplés. Et puis les gens qui connaissent l'Ardèche m'ont dit mais oui, mais l'Ardèche était extrêmement peuplée. Il n'y avait pas un espace vacant. Et on regarde, c'est partout des murets, partout des chemins qui sont aujourd'hui envahis de pineux. Donc voilà, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir, c'est pas parce qu'il le dit, enfin, dans ce que je dis, il y a quelque chose qui est peut-être trop radical, mais qu'il pourrait y avoir non pas des ultra-concentrations de villes ultra-verticales et le désert entre, et un désert dans lequel il y a une marge, une frange, dans laquelle vivent ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces villes verticales, et au contraire, une espèce de répartition harmonieuse avec... Mais c'est le mot harmonieux qu'il faut régler. C'est toi qui reviens au passé, là. Tu veux repeupler l'Ardèche ou tout ça, quoi. Bon, pour l'Ardèche, c'était facile, elle a été peuplée, mais il y a d'autres endroits qui n'ont jamais été peuplés. Le temps va venir à nous manquer, donc je vais juste poser une dernière question d'internaute. À moins qu'il y ait une question, on va d'abord commencer par les internautes et après une question de la salle. Sur vos projets à venir. Lucille, qui résume un peu les différentes questions autour de ça, avez-vous de nouveaux projets de documentaires? Et j'ai même une autre question sur, y aura-t-il une suite pour les cités obscures? Non, il n'y a pas de projet de documentaire. Je travaille sur différents films, mais en tant que concepteur graphique, mais pas en tant que réalisateur. Et j'ai beaucoup de projets de scénographie et une nouvelle histoire qui n'est pas une cité obscure, parce que Benoît a été accaparé par une biographie de Jacques Derrida. Et donc, pendant ce travail-là, je suis en train de réaliser une histoire pour ça. Et une chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est que vous faites, je crois, régulièrement des performances avec un musicien. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Mais de nouveau, c'est une façon d'élargir un petit peu, de prendre des chemins et de développer des territoires voilà, un petit peu nouveaux. Effectivement, avec Bruno Le Thor, qui est un musicien qui improvise. Parfois même, je dessine. Enfin, il y a des tas de possibilités qu'on est en train d'imaginer. Puis Benoît et moi, on raconte et on projette des images. Et c'est une façon un petit peu d'abord d'éprouver le plaisir de raconter en direct. Et d'improviser et de raconter. On a beaucoup appris, Benoît et moi, en faisant ça, parce qu'on se rendait compte que c'est quand même le cœur de notre métier, c'est raconter avec des images. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que dans votre travail, on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail qui est extrêmement monacal. Ouais. Je ne sais pas si l'improvisation, c'est vraiment le terme qu'on pourrait utiliser. C'est une construction véritablement qui se fait de manière extrêmement lente, élaborée. Et là, vous passez dans un univers radicalement différent où on est dans l'improvisation avec le public. Justement, qu'est-ce que ça nourrit, qu'est-ce que ça apporte? Improvisation contrôlée, puisqu'il y a quand même ces images qui servent de structure. Mais par contre, le plaisir, c'est de sentir la réaction des gens, de voir à quel moment on peut éventuellement se perdre, à quel moment on reprend l'intérêt des gens. C'est un exercice qui est très salutaire et qui nous apprend beaucoup après quand on revient tout seul. Parce que quand on passe de 2 ans sur une histoire, on est un peu dans une bulle et on peut perdre le lien avec le regard, avec l'intérêt. Donc c'est très intéressant de faire ça régulièrement. Surtout avec des complices comme ceux que j'ai, on se connaît très bien, donc il y a une dynamique qui fait qu'ils savent me rattraper, je sais un petit peu les rattraper, enfin il y a une espèce de jeu aussi, c'est un peu un jeu. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça au cube bientôt. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans cette noble assistance? Pas de questions, nous allons vous laisser le mot de la fin. Oula. Oui, c'est une lourde charge, une lourde responsabilité, mais nous vous le proposons. Cadeau empoisonné. Non, c'est un plaisir de continuer à s'obstiner, à un petit peu cartographier ce monde de l'imaginaire, ce monde du rêve, ce monde de l'utopie. Je trouve que, bon, c'est vrai que
je suis toujours un petit peu une tête chercheuse parce que je suis en manque de ça, donc j'imagine peut-être, je me dis souvent que peut-être il y en a d'autres comme moi, et donc j'essaye à chaque fois de me remettre un petit peu à chercher à trouver. Mais c'est vrai que l'avantage maintenant des nouveaux outils, c'est qu'il y a des réseaux de gens qui ont la même démarche, le même état d'esprit. Et le plaisir d'être ici, c'est justement de me mettre en relation avec eux. Et voilà, j'aimerais bien qu'il se crée des dynamiques comme ça. Surtout que je trouve qu'actuellement, on est en train aussi de déplacer les frontières entre scientifique et domaine artistique. Et ça, c'est le domaine qui m'intéresse le plus. C'est quand on peut dialoguer avec un scientifique, il a une idée très, très, très porteuse, très, très narrative. À un moment donné, par exemple, j'ai développé avec des scientifiques de Louvain-la-Neuve un projet de papier sur lequel on projetait des spores de champignons. Et donc, c'était des dessins à base de spores de champignons. Évidemment, les spores de champignons continuaient à évoluer, le dessin évoluait dans le temps. Bon, ben, c'était un projet graphique, mais qui en même temps partait de scientifiques. Et j'ai le sentiment qu'il va se passer vraiment des choses dans ce mariage-là. Et c'est évidemment les domaines qui m'intéressent beaucoup. Peut-être vous pouvez incarner. Je crois en tout cas que dans votre travail, vous touchez à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. C'est pourquoi vos utopies ne vieilliront pas. Et voilà, c'est la noblesse de l'art avec un grand A. En tout cas, merci infiniment d'être venu ici pour cet échange. Et je vous dis à bientôt au CUB, puisque j'ai bien retenu qu'on ferait des choses prochainement ensemble. Merci. Merci à tous et merci aux internautes. Vous avez été très nombreux encore ce soir. À bientôt.